des peurs liées à un objet particulier, comme le sang par exemple. Ou bien peut-être il y a d'autres choses à des animaux, certains types d'animaux, des catégories d'animaux. Comment on martyrise les animaux là? Est-ce que c'est un cas de stress ou est-ce que c'est une phobie? Parce que elle déteste les animaux, elle les martyrise, elle les tue, elle les malmène. Est-ce que c'est un cas de stress à ce niveau-là? Le stress n'engendre jamais une réaction négative comme la violence, n'est-ce pas? Ou si? Ça dépend du niveau. Ça dépend du niveau. Oui, ça dépend. Ça dépend. Ça peut amener l'individu à être tout le temps en colère, violent. Et Un état de veille permanent. la personne est sur le qui. Pourquoi tu fais ça? Mais attends, tant qu'on a des spécialistes, autant on peut pouvoir poser des questions pour savoir. Je ne pense pas que ce soit mon cas. Parce que, Oui, parce qu'en ce qui me concerne, c'est un réel plaisir pour moi de le martyriser. Ça me fait plaisir même quand je fais ça. Et c'est quand je ne fais pas ça, je n'arrive pas à faire ça, que l'animal prend la fuite, que moi je commence pas à m'énerver. C'est pas possible, quoi. Alors, n'importe quel animal. Elle n'aime pas les animaux. Non, il y a ce que j'apprécie. Le crabe là, c'est pas animal. Le crabe, le gros aveuglant, c'est pas un animal. Vous êtes sérieux? Et il y a également le cheval. C'est un animal majestueux, je vous dis. Lui, on doit le chouchouter. Mais les autres, les souris, les rats, le cafard, celui qui circule. Les lézards. Il faut les tuer. Chiens, les chats. Non, les chiens sont mignons. Les chats, par contre, je ne les aime pas, je les apprécie pas. On est dedans, comme ça. Alors, comme elle le dit, est-ce que c'est plutôt le fait de ne pas arriver à les tuer qui cause la situation de stress pour elle? Je dirais que il y a chez chaque individu, bon, tout le monde a des événements ou des éléments qui ne l'intéressent pas. Donc je dirais que c'est quelque chose comme ça chez Gabi. Je crois que tu les fais stresser. Ils ont peur après que tu leur fasses quelque chose à la fin de l'émission, donc ils n'ont pas envie de dire la vérité. On va revenir tout à l'heure sur la gestion du stress en entreprise avec nos invités, mais pour l'heure, voilà, il est déjà là, on l'a montré. Sinon, je stressais de comment pouvoir te lancer, mais tu es déjà là. Luc, pour les informations. Nous sommes de retour et je pense que nous allons partir pour les informations. Tu es stressé un peu ou pas? Avec qui vous voyez
Voilà, je pense que nous avons un petit souci. On pourra y aller pour les informations ou on poursuit? D'accord, on a un petit souci, on retrouvera donc notre cher Lucassi tout à l'heure. Nous sommes ce matin en train de parler avec M. Atigla Deo et M. Kevin Da de la gestion du stress en entreprise. Et ça me fait plaisir, vous avez des questions, mais avant de partir pour ces questions-là, je voudrais déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on sache que le stress viendra de chacun. Ce qui fera stresser Gabi ne me fera pas stresser forcément. Et ce qui donnera une alerte à Luc ne me donnera pas une alerte forcément. C'est bien cela? C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est le niveau subjectif, c'est l'aspect subjectif du stress dont on parle. Tout le monde n'est pas stressé par le même événement. Et ça dépend des prédispositions que nous avons. Ça dépend de la personnalité de l'individu. Ça dépend de ses expériences. Ça dépend de comment il peut faire face. Je pense que cette fois-ci, on va pouvoir y aller pour les informations. Nous retrouvons le non stressé Luc. On poursuit, n'est-ce pas? Oui, nous poursuivons. Et cette fois-ci, nous allons parler des causes, c'est-à-dire que les situations de mise en stress dans l'entreprise. Tout à l'heure, vous donniez un exemple, quelqu'un qui n'a pas le niveau, n'est-ce pas, et qui occupe ce poste-là. Ça, c'est quelqu'un même qui... Ça y est, c'est bon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la matinale Nectar. Les professionnels des médias du Togo se dotent d'une charte pour la prévention des conflits et la protection des droits de l'homme et de l'enfant. Elle a été signée ce mardi à Lomé. Le ministère en charge de la communication, la HAC, et les organisations des médias y étaient. Cette signature engage les Cette signature engage donc les professionnels des médias à intensifier leurs actions en faveur de la préservation de la paix et du respect des droits de l'homme et de l'enfant. Le reportage. Elle est actée. La charte des médias pour la prévention des conflits et de la protection des droits de l'homme et de l'enfant au Togo, signée par le ministère en charge de la communication, la HAC et les organisations de presse. Une signature qui engage les professionnels des médias à jouer leur partition en ce qui concerne les droits de l'homme et de l'enfant. Il leur est aussi recommandé le respect scrupuleux des règles déontologiques et éthiques pour prévenir et éviter les conflits et violences. Nous sommes partis donc d'un constat que dans tous les cas, il y a la résurgence donc de certaines formes de violence et qu'il y a nécessité que Ouvert aussitôt fermé, quelques soucis techniques, donc le bulletin d'information d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour nous rattraper pour d'autres actualités.
Notre cher Luc, et oui, de temps en temps aussi, la machine stresse. C'est ça la gestion. Hein. Vous allez nous dire, parce que comment gère-t-on une machine qui stresse en entreprise? La machine n'est pas... Là, vous stressez. En fait, non. C'est juste pour vous taquiner. Voilà. Mais nous revenons donc quand même. Et Luc, tu vas me faire le plaisir de rester avec nous, s'il te plaît, parce que de toute façon, tes sages conseils auront besoin d'être entendus tout à l'heure. Nous parlions de la manifestation, des manifestations en fait, en entreprise. Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme on voit dans les films, quelqu'un qui se cogne la tête contre le mur Non. Voilà. Et en entreprise, comme on l'avait dit, le stress, les gens le vivent de façon durable dans le temps. Ce n'est pas des événements qui viennent et paf, ça part. Non, c'est de façon constante et sur de longues périodes. Tous les jours, les gens sont sous stress. Maintenant, lorsque cette situation perdure dans le temps, ça commence par déranger les individus et les manifestations sont de plusieurs ordres. Il y a les manifestations sur le plan physiologique, il y a sur le plan émotionnel. D'abord, le comportement de la personne va changer également. Et ses relations avec ses pairs seront également atteintes. Voilà. Maintenant, sur le plan physiologique, il y a les palpitations du cœur. Ça veut dire que la personne a un battement du cœur très élevé. La personne peut avoir des bourdonnements dans le ventre. La personne peut manifester par exemple l'insomnie. Voilà. Ce sont les manifestations sur le plan physiologique de l'individu. Maintenant, sur le plan du comportement de l'individu, vous allez voir généralement les gens qui sont sous stress sont amenés à prendre de l'alcool pour faire oublier la situation. Et la personne va faire tout. J'aimerais quand même donc les personnes sous stress vont prendre de l'alcool. Pas que tout le monde. Pas que tout le monde. Voilà. Mais des fois ils prennent l'alcool pour se détendre, pensant que ça va régler leur problème. Voilà, pensant que ça va régler le problème. Je vous donne un exemple. Merci. Vous voyez sur scène, même ceux qui défilent, il y a ceux qui essaient de prendre de l'alcool avant d'aller sur le produit. Voilà. C'est vrai. Je suis d'accord aussi, j'ai déjà vu ça avec certaines personnes. Voilà. C'est seulement une petite quantité, mais ils se bourrent la gueule. Oui, ils se bourrent. Non, il y en a qui ne se bourrent pas forcément la gueule. Comme l'exemple donné par Luc, moi je connais même des personnes qui sont dans notre domaine et qui, avant de se mettre devant peut-être un public de 10 000 personnes, 30 000 personnes, ou quand même un truc bien dosé, voilà, qui prennent comme ça et ça augmente la catalocotamine. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Catécholamine. Ça fait que l'adrénaline monte, je crois. Et la personne est boostée. Ça permet à la personne en fait de minimiser la situation qu'il perçoit comme menace. Il y en a qui prennent de l'alcool, il y en a qui prennent qui fument, qui prennent d'autres choses. Justement. Ce sont des substances psychoactives. Merci. Ça, c'est la vie. Tu as entendu quoi? Tu n'as rien entendu? Des substances psychoactives. Voilà. Ça dit que qui stimule les neurones, si je ne me trompe pas. Justement. Il y en a même qui en plein défilé ont envie de tomber. Oui. Parce que ça va fou. C'est pourquoi je dis qu'il se bourre la gueule. Oui, il y a voilà, justement. Il y a certains qui s'adosent sur ça pour tomber dans l'alcoolodépendance et tout. L'alcoolisme collectif. Là L'alcoolisme collectif. On observe des séquences en situation d'entreprise. Alcoolisme collectif. Oui. Comment ça se fait? Peut-être à la pause ou bien à la sortie du boulot. Donc ils sont tous stressés, c'est ça? Oui, c'est-à-dire ils se constituent en groupe, ils passent peut-être au rideau blanc avant d'aller à la maison. Ou bien ils se retrouvent au matin, ils prennent leur dose avant d'arriver sur les lieux de travail. Il y a des boulots où la pression est au top.
la journée. Oui. C'est-à-dire qu'on est sous stress parce qu'il y a la pression du résultat. Donc jusqu'au soir, quand vous ne faites pas attention, vous sortez ensemble, vous dites ok, on va se faire un tour pour faire descendre la pression et tout. Est-ce que c'est parce que Luc, c'est vrai, bon, je ne connaissais pas l'alcoolisme collectif qui fait qu'on va au rideau blanc avant d'y aller, mais comme il le dit, c'est vrai, il y a des endroits où les gens, en fait, ils se donnent un after work, où ils se disent, c'est pour se relaxer et tout ça. Nous, avant, on bossait un peu en situation d'entreprise sous stress, et ce qu'on faisait, c'est que quand on finissait, on allait manger des pizzas africaines. Tu es d'accord? D'accord à 100%. Voilà. Qui suis-je pour dire le contraire? Exact. Et ça nous détendait, dit la vérité. On se faisait des selfies en disant voilà, c'est de la pizza africaine, bien pimentée. Vous connaissez la pizza africaine au moins? C'est quoi? Voilà. Et donc ça nous détendait. C'est les étudiants sur le campus. Ah! Bon, ça devient autre chose là. Mais en fait, est-ce que ce genre de choses, ce sont des manifestations, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit l'appeler. Est-ce que c'est une raison, le fait de dire, on a eu excusez-moi le terme, une sale journée, allons nous détendre, on va s'asseoir, boire un coup et peut-être exagérer. Est-ce que c'est une voie de sortie ou je ne sais pas comment l'appeler? Je sais que pour Gabine et moi, par exemple, que c'était vraiment bien. Pour nous, ça a fonctionné et puis c'est pas mal. Il vaut mieux manger que boire. Oui. En même temps, je crois que je vais rajouter parce que ça me fait tic dans la tête. J'ai écouté des gens parler en disant en situation de stress. Je stresse tellement que je mange de trop. Alors quand... Non, attention, je ne mangeais pas. Non, c'est stressant. Non, c'est pas pour te stresser. Mais c'est juste pour dire... Moi, je pose l'idée de Gabine parce qu'en te connaissant, étant ma maman, je sais là où tu l'attrapes. Non, pas ça. Non, elle fait les carrés de chocolat, ok? Elle ne prend même pas un gramme. Écoute, attends, je t'en prie, j'ai quand même pris 500 grammes de plus début de cette année. Ne m'en mettez pas, voilà. Revenons donc à l'homme. Je suis désolée, c'est une famille, donc souvent nous lavons notre linge sale en public au lieu de laver ça en famille. Alors nous parlons de la gestion du stress et c'est vrai, comme vous le dites, comme le dit Gabine, parfois ça envoie la boulimie, des gens qui deviennent plutôt anorexiques, qui ne mangent pas, ou des gens qui deviennent boulimiques, qui mangent de trop, ou des gens qui vraiment lèvent le coude, comme lui, de temps en temps. Tu lèves le coude aussi? Très rarement. Je ne vais pas parler d'alcool parce que, comme vous avez cité l'alcool, ça fait tilt chez elle, mais comme elle le dit, elle passe du bon temps avec elle-même, du bon temps de qualité avec elle-même, elle boit du bon vin. C'est différent, n'est-ce pas? Effectivement. Merci mon fils. C'est un documentaire même qui me cautionne. Mon Dieu, non mais là, on va pas s'en sortir. Un demi-verre de vin pris Gaga. la nuit avant de se... Gaga, je suis désolée, je ne vais pas dire Gaga. Je dis plus Gaga, mais je vais dire Gaga. Tu prends pas. Bon, Luc, vas-y. J'ai juste sorti cette phrase. Ouais. La vie de toute chose. et je dis que je n'abuse pas. Du moment où tu es consciente que tu n'abuses pas, Oui, mais tu ne sens pas touché. je me sens pas touchée. Ah, ok, là c'est bon. Je suis en train de partager une information capitale Avec vous et les très chers téléspectateurs. Vous savez que je suis férue de documentaires et il n'y a pas plus tard, moins d'une semaine, ça disait que un verre de vin ou un demi-verre de vin pris la nuit avant de se coucher, ça dégraisse et ça fait qu'on ne prend pas du poids. Alors moi je suis dans cette logique. Parlant de ça, tu me dois une bouteille de vin, n'oublie pas. Regardez. C'était juste une parenthèse. L'occasion fait le larron. Ah oui. D'accord. Voilà, Gabine fait stresser la régie pour rien. C'est ça, nous sommes donc en entreprise et vous êtes en train d'entendre. Alors, justement, revenons à la question posée. Le fait, comme certaines personnes qui s'en vont boire ou qui... est-ce que ça gère vraiment le stress et quel est le niveau que ça gère? On a le niveau alarme.
le niveau? En réalité, l'alcool ne permet pas de gérer le stress parce que quand tu bois, la situation stressante est toujours là. Ça te permet, c'est comme... en fait, ce n'est pas une solution. Aussitôt l'état de normal retrouvé, la situation est encore là. C'est comme le problème est toujours là. Le problème n'est pas résolu en fait. C'est comme l'individu fait un effort pour contourner la situation, mais la situation stressante est toujours là. Imaginez, vous travaillez dans une entreprise et ce qui vous fait stresser, c'est le fait de recevoir des ordres contradictoires venant de vos chefs. Celui-ci vous dit, bon voilà, tu me fais ça. Et après quelques temps, c'est notre chef qui descend. Il dit, ok, fais-moi ceci. Au moment où tu es sur un autre travail. Et vraiment, j'avoue que ça dérange les employés quand ils reçoivent différents ordres contradictoires venant de leur chef. Il y a une situation comme ça qui vous dérange au boulot. Et chaque jour, vous vous efforcez de prendre l'alcool pour vous sentir mieux. Mais ça ne fait pas partie du problème. Vous avez un message qui dit bonjour à vous Nectar. Comment gérer le stress quand vous avez un patron tyrannique? Là, c'est le patron qui stresse ou bien c'est l'employé? C'est l'employé. C'est l'employé. Nous parlons de la gestion d'entreprise. Que question. faut-il faire avec un patron qui est tyrannique? Voilà, peut-être qu'on va en venir au niveau des moyens, des techniques pour pouvoir gérer. Spécialement en psychologie du travail, il y a plusieurs types de prévention. Il y a des préventions qui sont centrées sur l'organisation, où on amène l'entreprise à remodifier un certain nombre de choses. La manière dont l'organigramme est, qui donne l'ordre à tel, qui est sous l'autorité de tel, histoire de pouvoir restructurer l'entreprise. Mais ces techniques ne sont pas utilisées fréquemment parce que ça génère des coûts à l'entreprise. Pour remodifier une structure organisationnelle, c'est très coûteux. Et les conseils qui sont pratiques, c'est des techniques centrées sur les individus eux-mêmes. C'est-à-dire, vous-même, vous pouvez développer des stratégies pour résister face à la situation. Parce qu'au début, on avait dit que l'individu est dans un état de stress lorsque ses forces sont inférieures par rapport à la situation menaçante. Donc, on amène l'individu à développer des capacités, à développer des stratégies que nous appelons dans notre jargon les stratégies de coping. De coping. Voilà, stratégie de coping. 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 Oui, to cope. To cope, c'est en anglais. To cope, faire face. Voilà. Donc, ce sont des stratégies de coping qui permettent à l'individu de faire face à la situation. Et là, l'individu arrive à se sentir mieux. Voilà. Et là, on peut trouver des techniques de relaxation. De relaxation. Oui, la relaxation. Donc, vous allez enseigner les respirations, le yoga, tout ça. La manière de respirer. Là, il y a certaines personnes qui ne respirent pas bien. Encore non. Alors, voilà. Oui, avant que vous êtes, ce que je veux dire, c'est-à-dire que nos entreprises, enfin chez nous ici, nous les connaissons un peu, c'est vraiment applicable ce que vous dites? Bon, je dirais, ça dépend de celui qui est au niveau du département ressources humaines ou si l'entreprise a un psychologue du travail. Okay. Voilà. Généralement, nos aînés qui sont déjà dans des entreprises, actuellement à Lomé, ils essaient de mettre en place ces techniques pour histoire d'amener les employés à se sentir mieux. Voilà. Si vous avez un spécialiste dans le domaine, il peut aider l'entreprise sur ces points. Voilà. Ma question s'adresse directement à M. Attigla et c'est de savoir si l'environnement de travail de l'individu ne crée pas parfois des situations de stress. Quand je parle de l'environnement, c'est pas juste les patrons qui donnent des ordres contradictoires, non. C'est-à-dire les mésententes entre collègues, les petites guéguerres. Ça ne crée pas une situation de stress chez l'un des individus qui se sent en situation d'infériorité par rapport à l'autre, ou comment ça se passe? Effectivement, il y a souvent le climat social qui est remis en cause comme étant une source principale de stress parce qu'en entreprise, c'est différentes personnalités qui s'expriment
en milieu organisationnel et qui n'ont pas forcément la même culture, la même perception des choses, les mêmes représentations des situations de travail, etc. Et donc, il peut subvenir un certain nombre de comportements, que ce soit de la hiérarchie, tout comme des employés qui seront source de stress pour les travailleurs. Et aussi, il faut mentionner l'environnement même sécuritaire. Là, on vient un peu dans la sécurité santé au travail. Le fait pour l'employé de ne pas se sentir en sécurité dans son environnement est également source de stress pour lui. Stress continu pour lui. C'est clair et net. Malheureusement, le temps est parti déjà pratiquement terminé. On reviendra sur le reste. Vous avez reçu un message qui demandait comment gérer le stress lors d'un deuil. Lorsque votre chef est... Non, lors d'un deuil. Je ne sais pas si c'est la personne qui fait face à un deuil ou ça c'est une situation c'est un stress. Est-ce qu'il y a des stress qui sont inévitables? Oui, c'est post-traumatique. Post, ça veut dire après. Oui. Oh, sur le champ, c'est traumatisant. Hein? Je suis désolée. Oui. Dire post, c'est vrai que ça, chacun, comme vous le disiez tout à l'heure, selon sa nature, va gérer la situation d'une manière, mais déjà, dès qu'on dit à une personne, tu as perdu telle personne de proche, je crois que le stress démarre. À partir de là, on a déjà toutes les phases, alerte, tout, capitulation, tout en cumul de phases. Oui, on a tout. Cumul de phases. Mais je dirais que à ce niveau, le problème qui dérange l'individu, c'est la perte d'un être très cher. Voilà. Et il faut arriver à faire le deuil de l'élément perdu. Voilà. Parce que quand vous êtes collé à un individu et du coup, vous apprenez que la personne n'est plus. Et c'est comme si il y a scission de l'émotion que vous avez investie en fait à la personne. Et donc il faut amener plutôt l'individu à faire le deuil, à gérer la situation. Mais ce deuil peut amener l'individu par la suite à stresser. Mais au départ, il faut amener l'individu d'abord à faire le deuil de la situation. Voilà. Il faut amener l'individu à faire le deuil de l'élément perdu. Voilà. Et naturellement, le stress pas. Voilà, naturellement, le stress pas. Eh bien, monsieur Atigladeo et monsieur Luc Kevin Da, je l'appelle Luc, c'est plus fort que moi. Monsieur Luc Kevin Da, donc tous deux qui sont donc des psychologues des psychologues du travail en formation, nous ont fait le plaisir de nous entretenir sur la gestion du stress en entreprise aujourd'hui. Et comme on le constate, les catécholamines. Les catécholamines, il faut apprendre à les gérer. Ça, c'est le mot du jour, catécholamines. Tous ceux qui vont me voir aujourd'hui, je vais leur demander où en sont leurs catécholamines. Merci infiniment, messieurs. Merci. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, le vendredi plutôt. Le vendredi. Merci beaucoup. Eh bien, donc, c'était Agir pour la vie et le stress. C'était Agir pour la vie, très chers amis téléspectateurs. Nous allons tout de suite y aller pour ce matin, mon histoire. Je tiens à le préciser rapidement. On va présenter quelques histoires, quelques messages que vous avez envoyés, histoire de permettre à vous qui nous suivez et à nos amis sur le plateau de pouvoir donner leurs conseils. Luc le Sage est là. Voilà, pour la personne qui vient d'envoyer le message, oui, il est là. Mon histoire.
Luc ravit tout maintenant, la vedette, tout, on ne comprend plus rien. Alors on a ce message qui est arrivé tout à l'heure et qui dit bonjour à vous, équipe de Nectar, encore chic ce matin, coucou spécial à Luc, toujours beau. Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette histoire de... Il fait une fausse modestie, il faudrait que vous le sculptiez pour qu'on puisse gérer... Non, sans le stimulus qui permet de se sentir mieux, d'être à l'aise, ça renforce l'estime de soi et tout, et c'est bon. Quand on lui envoie des compliments de ce genre. Non, Luc, vous êtes beau. Merci. Moi, je chassais le naturel et je suis modeste. Et c'est ta chargée de communication qui vient de pousser un gros juron. Non, parce qu'il y a une petite guéguerre ici. Il y a ces fonds et ces femmes qui sont vraiment rognes dans son téléphone, je vais le dire comme ça, parce qu'il a posté une photo de nous deux et ça part en rouge avec les emojis rouges. Soyez pas frustrants, hein, c'est juste... C'est une manière de mettre la pression, quoi. Attention with me. Qu'est-ce que je voulais faire? C'était mon histoire. Voilà, donc nous sommes là avec les témoignages. Rapidement, quelques messages que nous avons pour vous ce matin. Nous avons reçu le message de cette jeune femme-là de 23 ans qui nous dit qu'elle est enceinte et il y a 2 jours de cela, l'auteur de la grossesse lui dit qu'il espère que l'enfant qu'elle porte ne vivra pas. Parce que, vu la situation dans laquelle il se trouve, il ne voit pas de quelle manière il pourra prendre soin, il pourra devenir père et avoir les moyens financiers pour prendre soin donc, de cet enfant. Donc, il lui a dit ça, gentiment l'appelant, comme on appelle chéri doudou, assieds-toi, j'ai envie de te parler, écoute, je voudrais juste que tu saches que de tout mon cœur, j'espère que cet enfant que tu portes ne viendra pas, que la grossesse n'arrivera pas à terme et quelque chose pourrait faire passer cette grossesse-là pour que je n'ai pas à prendre cette responsabilité parce que je n'ai pas les moyens de pouvoir prendre soin de cet enfant. Est-ce que c'est une incitation indirecte à l'IVG? Est-ce que c'est une façon de dire je vais prendre mes clics et mes claques? Mademoiselle elle est couturière, je tiens à le préciser, apprentie couturière, elle est totalement, elle est dans tous ses états, elle est vraiment en émoi et elle a besoin d'avoir vos apports, vos conseils pour savoir que penser de cette situation et que faire. Voilà, c'est le premier message que nous avons reçu, donc nous allons permettre à ce que vous puissiez analyser ce cas et nous répondre. Il se passe beaucoup de choses sur ce plateau. Hein. On va commencer par Luc Le Sage. Un bon psychologue du travail, je dirais. Toi, tu es un psychologue du travail. Excusez-moi d'en rire, c'est une situation un peu triste. Mais je dirais actuellement la femme ou la dame est stressée. Ou bien parce que voilà. C'est un peu compliqué. L'auteur de grossesse envoie directement un message. Je ne suis pas... un message, il lui a parlé en fait. Ils ont eu une discussion, il l'a appelé pour ça. Oui. La discussion dit ceci. J'espère que la grossesse va couler parce que je n'ai pas les moyens de prendre en charge le futur enfant. Oui, c'est ça? C'est exactement ça. Il y a un sous-message. En bon journaliste, j'entends un sous-message. Genre, est-ce qu'il est possible de faire couler la grossesse? Oui, un non-dit, merci. Est-ce qu'on peut faire couler la grossesse, que ce soit volontaire ou involontairement? C'est ce que le monsieur demande. Ça s'est fait à 2. Ça s'est fait à 2. Le monsieur à lui tout seul ne peut pas se lever et dire coulons la grossesse. C'est vrai, il peut penser ça. Il a déjà pensé d'ailleurs et il a exprimé. La dame présentement ne sait pas quoi faire. Mais moi je dis ceci. Toute la décision lui appartient parce que en aucun moment on ne peut forcer une dame ou une fille enceinte à aller avorter. C'est vrai, ça arrive, mais la décision lui revient.
la décision lui revient. C'est à elle de voir si elle est en mesure de garder cet enfant ou si elle est en mesure de se battre pour ce futur enfant qu'elle porte déjà aujourd'hui. Si elle est en mesure de se battre, elle n'a qu'à foncer. Elle n'a qu'à foncer. On a connu ces dames ou des filles qui ont supporté seules leur grossesse jusqu'à ce qu'ils ne donnent naissance à un enfant. Et ensuite, ils ont supporté jusqu'à ce que le papa ne les rejoigne. Et par la suite, c'est l'enfant là qui a fait le bonheur de ces familles-là. Donc, si elle peut, je crois qu'elle doit se calmer et essayer de gérer sa grossesse plutôt, et ensuite prendre soin du futur enfant. Certainement que aujourd'hui le papa a peur, oui, c'est une réalité. Mais qui lui dit que si l'enfant, la grossesse la reste, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, d'ici 4 mois, je ne connais pas le temps de la grossesse, le papa peut se réaviser, ou pas encore papa, mais l'auteur du grossesse peut se réaviser et revenir à de meilleurs sentiments. Ou peut-être ça serait un effet galvanisateur pour lui de trouver les moyens pour revenir prendre en charge la grossesse et le futur enfant qui naîtra. Voilà. Merci à Luc Lesage. Alors, l'auteur de la grossesse, comme Luc le dit, a posé un problème. Vous êtes donc quand même dans un domaine où vous analysez. Lui, il est journaliste, il voit des sous-messages, c'est ce que tu as dit. Vous êtes... Vous analysez aussi, est-ce que c'est juste de la peur? Est-ce que c'est une façon détournée de dire, écoute, va chercher la solution pour faire passer cela? Et que doit-elle penser ou que peut-elle faire? D'abord, moi je me pose une question. Ou bien le monsieur a des doutes sur l'auteur de la grossesse. Voilà. Et il cherche des alibis, des prétextes pour que la dame avorte. Quoique j'aimerais que vous répondiez en tant que psychologue de formation, mais aussi en tant qu'homme. Hein, parce que rentrer en vous en tant qu'homme, on connaît les sans langue de bois. Hein. Et en dehors de cette question, je me dis, mais à un moment donné, il faut être responsable de ses actes. Et je me demande même quel âge le monsieur a. Bon, on ne l'a pas mentionné dans le message. Elle a 23 ans. La femme a 23 ans, mais on ne sait pas, on ne connaît pas l'âge du monsieur. Mais de toutes les façons, un homme qui a pu enceinter une femme, je dirais que, quelles que soient les situations, mais tu l'as fait avec ses conséquences. Donc il faut assumer. En fait, il faut assumer. Et il n'a qu'à imaginer l'état dans lequel la femme sera. Vous m'avez enceinté, on a passé de bons moments et on était amoureux et tout. Et tu m'as enceinté du jour au lendemain. Tu débarques pour me dire voilà si on peut trouver une solution. Bon, moi je trouve ça un truc qu'il faut pas, c'est pas responsable en fait. C'est pas responsable. Quel qu'en soit le cas, il n'a qu'à essayer de trouver. Il est homme et il n'a qu'à mobiliser des ressources. C'est vrai, peut-être sa famille ou l'entourage va parler, va dire mais pourquoi tu as fait ci, c'est un accident et autres. Mais ça n'a jamais tué. Il l'a fait et il doit assumer les conséquences. Et ce qui arrive au monsieur, c'est que bon, on peut dire qu'il a un état de stress aussi parce que il se sent inférieur, il se sent pas capable de supporter et il se sent pas capable de jouer ce rôle de père qui demande beaucoup de responsabilités. Et voilà. Et il est en train de vivre une période pré-crise parentale, si je peux le dire ainsi. Voilà. Et donc, il doit être capable de se dépasser, de se surpasser et de gérer la situation. Avec l'aide peut-être de ses amis, de son entourage, le soutien social et autres, et lui-même, ça peut aller. Vous êtes des hommes, hein? Justement, je voulais ajouter quelque chose.
Ce n'est pas pour dédouaner l'homme. Avouons que ce n'est pas facile. Avouons que ce n'est pas facile. Arrête, je sais là où tu veux en venir. Arrête maman. Arrête maman, laisse-moi terminer. Laisse-moi parler, je t'en prie. Oui. C'est-à-dire que je veux que tu mettes des noms précis, que tu sois précis. Qu'est-ce qui n'est pas facile? C'est la question que je voulais poser. C'est-à-dire que tu sors avec une fille, la fille vient te dire, ben, toi-même tu ne t'attends pas à ça, et elle vient te dire, mais je suis enceinte de toi. Comment tu l'as fait dans tes... Attends. C'est-à-dire qu'on se dit, on dit à neveu, tout le monde est conscient de cela. Mais quand ça arrive, même quand ça arrive, ça dit que naturellement, ça dépend. Il y a des moments où on attend l'enfant, et dès qu'il y a une grossesse, naturellement, on est content. Mais il y a d'autres moments quand on t'informe en même temps que je suis enceinte. Ça dit que il y a une pression, voilà, il y a une pression qui ne dit pas son nom. Et quand tu n'es pas mentalement fort, ou tu ne prends pas assez de recul, ou tu n'es pas patient, tout de suite tu succombes. Il y a des décisions, des trucs qui passent par la tête, et quand tu ne fais pas attention, vous prenez une mauvaise décision. L'homme, moi je trouve qu'il a trop poussé le bouchon en avouant cet état de choses à la fille. Juste que c'est un truc peut-être qui... C'est vrai, il a pensé à cela, oui, mais il devait trouver les ressources pour faire taire cette idée. Voilà. Monsieur Dao, Monsieur Déo, pardon. Je dirais situation difficile, problématique, difficile à solutionner tout de suite sur le plateau, à moins qu'on mène peut-être d'autres investigations beaucoup plus poussées qui vont nous permettre d'aller à la découverte d'autres réalités qui peut-être ne sont pas mentionnées dans l'information donnée. Mais le regard analyste que je porte sur la situation me permet de condamner d'entrée de jeu deux choses. D'abord, au premier plan, la fuite de responsabilité du parent, du monsieur devant la situation. Parce que dans la vie, il faut prendre la mesure de toutes choses. La mesure de toutes choses avant d'aller poser des actes. Et d'abord, je condamne cette fuite de responsabilité. Ensuite, au niveau de la fille, qu'elle exclut toute option d'avortement, parce que, à mon humble avis, l'avortement n'est pas une solution, ce n'est pas une chose éthique en soi, et donc de l'exclure, de garder l'enfant, d'avoir l'espoir d'endurer, parce que la vie aussi, c'est une endurance. On a vu de ces cas où au risque d'avorter, on a obtenu à la longue des grandes personnalités aujourd'hui qui ont vraiment un impact positif sur ce monde. Donc je dirais à la maman de plutôt tenir le coup et voilà, de garder l'enfant jusqu'à terme. Bonjour Nectar, Dieu leur donnera les moyens de supporter l'enfant, même les pauvres aussi font des enfants, de la part de Monsieur Mola. Et nous avons ce message qui dit bonjour, les préservatifs sont là, pourquoi franchement, Et on a un autre message qui dit bonjour à l'équipe de Nectar, il ne fait que dire tout haut ce que la plupart des garçons pensent tout bas. Ils ne sont pas en général, comme le dit Luc, prêts à avoir des enfants. D'accord. Miss Gab? J'ai tout d'un coup envie de dire, ne faites pas ça quand vous savez que vous ne pouvez assumer la responsabilité qui en découlera. Il y a un grand monsieur qui dit d'habitude que non baigne égaye. Et c'est trop facile aujourd'hui, ou bien quand des situations pareilles se présentent, et de nous dire que ils ne sont pas préparés à ça. Parce que la fille vous dit qu'elle était préparée à ça, mais tant que vous prenez la responsabilité d'y aller tout truc comme ça, sans préservation, il faut s'attendre à ça à n'importe quel moment. Donc ne soyez pas surpris. Oui, c'est trop facile de dire ça ou de trouver comme argument pour se défendre, ils ne sont pas préparés. Il était préparé quand il y allait, sans prévention. Aujourd'hui, on ne fait que crier sur tous les toits, des sensibilisations par-ci, des ONG par-là, préserver votre virginité. Quand vous ne pouvez pas, il faut pratiquer l'abstinence. Quand vous ne pouvez pas, il y a les moyens de prévention, il y a le préservatif, il y a les pilules.
Mais j'ai l'impression que ça sort par ici, ça entre par ici et puis ça sort par ici. Nous, les jeunes filles ou bien la jeunesse d'aujourd'hui, c'est oh non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Peut-être que la personne se dit ça ne va pas m'arriver forcément. Tu es qui pour que ça ne t'arrive pas? Tant que tu es une femme et que tu as un cycle menstruel chaque fin du mois, tu es qui pour que ça ne t'arrive pas? Je ne comprends pas. Alors aujourd'hui, quand je disais à l'entendre que j'ai bien envie de dire ne faites pas ça, ainsi de suite, c'est comme dans le film ne faites pas ça chez vous, au fait, quoi. Vous comprenez un peu? C'est difficile parce que qu'est-ce que nous on peut dire aujourd'hui? C'est clair et net parce que le monsieur, il ne veut pas. Il ne veut pas prendre cette responsabilité-là. Il ne veut pas ou il a peur, comme l'a dit tout à l'heure. Dans ce cas express, c'est la peur qui domine le monsieur. Il se dit... Je peux aller au bout de mon intervention. Bien sûr, vas-y, Miss Cap. On sait que c'est pas du tout facile quand tu n'es pas en position de santé financière ou quand il y a d'autres problèmes en ce qui concerne ta famille, c'est pas encore ça, pour qu'on assume une grossesse. Mais il faut comprendre que dans ce cas, surtout quand la jeune fille également est sous la tutelle des parents qui l'ont envoyée apprendre un métier pour son lendemain et qu'elle revienne avec une grossesse également, c'est pas du tout chose aisée pour elle. Donc dans ces situations, de la manière dont vous avez été charmant, vous l'avez charmé avec des mots, vous l'avez kikiné et vous avez fait ça, c'est de cette même manière qu'elle s'attend à ce que vous la charmez, vous la rassurez par des mots. Même quand votre peur est là, quand vous vous mettiez en face d'elle, que vous lui dites écoute, c'est déjà arrivé, on va gérer, mais vous seul en tant qu'homme qui a un bon zizi qui se lève et qui fait ce qui doit être fait, que vous repartez tout seul et que vous extériorisez votre peur quand elle n'est pas là. Elle n'a pas besoin que vous venez manifester vos peurs devant elle. Non, parce que en allant avec vous, elle n'a pas trouvé ça en vous. C'est pas maintenant que vous allez lui montrer ça. Allez faire ça ailleurs, quoi. Alors, aujourd'hui, on lui demande, comme tu l'as si bien dit, Luc, des non-dits. Il ne le dit pas directement, mais c'est ça. Et je vous rejoins. C'est une fille de responsabilité. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme, je ne sais pas, vous l'avez si bien dit sur le plateau, voilà, c'est à la fille seule et elle seule de décider si vraiment elle va faire ça ou elle ne va pas faire ça. Parce qu'on en a connu... personnellement des amis qui ont traversé cette situation. Au début, c'était pas fameux, le mec ne voulait pas, même quand l'enfant était né à l'hôpital, il n'était pas là, c'était un peu partout dans tous les temps. Mais aujourd'hui, le monsieur revient à de meilleurs sentiments. C'est pas parce que il n'est plus assis financièrement, mais il a fini par comprendre quelque chose. Le bébé est déjà né, il faut assumer, prendre les responsabilités. Donc si elle trouve qu'elle peut vraiment, moi je la conseille au fait. En fait, de quoi ça ne dure que 9 mois et les railleries, ça passe vite. Hein. Tout le monde a ses soucis dans la vie. Elle peut assumer cela, elle peut le faire et l'avenir nous dira. Je suis formellement contre le fait qu'elle fasse une interruption. Effectivement. Bonjour Nectar. Pour l'interruption de la grossesse, je crois que la jeune dame doit éviter un tant soit peu la visite de cet homme irresponsable qui s'avère être un danger actuellement, mais qui va reprendre ses esprits un peu plus tard. Quelqu'un qui rejoint donc Gabine. Que la dame ne pose aucun acte qu'elle peut regretter après. Que Dieu tourne des regards favorables envers elle. La vie est une série de problèmes à gérer, comme disent les psychologues, donc prudence et sagesse. Et nous avons un autre message qui nous dit bonjour à toutes et à tous, moi je ne suis pas d'accord pour les avortements parce qu'aujourd'hui il existe plusieurs façons pour ne pas tomber enceinte, mais si les autres s'entêtent à le faire sans protection, alors pour ce qu'ils sont prêts, ils doivent assumer. D'accord. Et on a bonjour bonjour Gaga. Même sans cycle menstruel, la grossesse peut arriver. Et on a un autre message qui dit bonjour. Il n'y a que ce genre de cas. Je travaille dans un centre de santé à Lomé. Nous n'avons que ce genre de cas de plus en plus maintenant qui arrivent des hommes sans point. Voilà. Et qui refusent de prendre leurs responsabilités face aux grossesses dans lesquelles ils mettent ces filles-là. Mais réveillez-vous et réfléchissez, je vous en prie. Merci pour l'émission. Essayez de sensibiliser.
D'accord. Et on a un autre message qui dit bonjour à vous, je suis le fruit de ce genre de choses. Aujourd'hui, à 21 ans, mon père vient vers ma mère pour me connaître. Les hommes, vous êtes tous M et puis ITS à la fin. Voilà. Tu as compris, non? Exact. Donc, c'est sûr que le témoignage le message de notre très cher ami, comme Gabine l'a dit, il faut juste essayer de trouver une solution pour pouvoir... selon le message qu'elle a envoyé, elle a des doutes. Elle se demande si vraiment le monsieur lui essaie implicitement de lui dire que va chercher une solution. S'il dit qu'il n'a pas les moyens pour prendre soin de l'enfant à la naissance, ça veut dire qu'il n'a pas les moyens pour prendre soin de la grossesse. Donc peut-être même qu'il ne lui donnera pas de l'argent pour faire quoi que ce soit. Il faut d'ores et déjà se préparer et faire face et puis prendre... le bon choix pour soi. Oui, Luc, tu voulais dire quelque chose? Je voulais ajouter que c'est vrai, je l'avais dit tantôt. Dans ce genre de situation, mentalement, la fille doit se préparer. Si elle veut vraiment garder la grossesse, ce que je l'encourage à faire d'ailleurs, elle doit se préparer psychologiquement à prendre en charge 90% de ce qu'elle vit. Maintenant, elle a une autre possibilité. Si je me limite à la raison qu'elle a évoquée ou que le monsieur lui a donnée, c'est possible de discuter avec le monsieur et de faire revenir le monsieur à de meilleurs sentiments. Moi, j'estime que si le monsieur a eu le courage de l'appeler, de lui dire « je n'ai pas les moyens de prendre en charge la grossesse et l'enfant qui naîtra », c'est qu'entre-temps, je vois la pression et la peur derrière. Je vois la pression et la peur derrière. Si c'est elle qui vit la chose en fait. C'est elle qui ressent la chose. Si elle sent que le monsieur l'aime vraiment, que leur histoire c'est une histoire vraie, elle peut retourner vers le monsieur, essayer de discuter avec le monsieur, convaincre le monsieur qu'ensemble, ils peuvent y arriver. Voilà. Et si elle arrive à faire ça, je crois qu'elle sera la première bénéficiaire. Moi, je condamne l'homme qui est irresponsable, mais aussi la fille. Il faut qu'on apprenne aux filles à réclamer la préparation de chercher mieux à connaître leur partenaire avant de se retrouver enceinte et de se plaindre des hommes. Qu'elles cherchent à maîtriser leur menstru et se planifient et évitent la confiance aveugle. De la part de monsieur Alex depuis Atikoumé. Merci infiniment. Et comme donc Luc vient de le dire, peut-être retourner à la discussion avec monsieur pour voir si elle arrivera à le convaincre. Dans le cas contraire, comme l'ont dit la plupart des personnes sur le plateau, de toute façon, je crois que c'est même puni par la loi. Le Togo n'est pas pour l'avortement, normalement. Sérieux? Bon, faut qu'on se renseigne. Oui, c'est pas encore légalisé. Non, c'est pas légalisé. C'est pas encore légalisé. Sauf en cas de force majeure, si la vie, voilà, ou si la vie de la maman ou c'est de ce que la... je disais. Quand tu dis c'est pas légalisé, c'est comme si je parle de la loi contre. Ok. Pas pro, hein. Contre plutôt. Oui, Le sinon Togo c'est pas légalisé. Ok. C'est pas légalisé. Bonjour Nectar, elle n'a qu'à faire l'effort d'arriver à terme. Demain l'enfant sera quelque chose. Si elle-même elle en prend bien soin. Merci, c'est de la part de Morera Afi depuis Atakwame. Et bonjour à vous, équipe de Nectar. C'est faux. Cet homme, même si tu discutes avec lui, il va trouver toujours. Excusez-moi. C'est pour cela qu'on a demandé à la fille d'être forte et de commencer par se préparer en conséquence. Luc répond déjà, est-ce que je dois encore lire? Je vais lire, vous faites l'effort d'envoyer le message, c'est faux. Cet homme, même si tu discutes avec lui, trouvera toujours le courage ou un autre moyen de pouvoir te fuir. Ma soeur, si tu es consciente que tu as péché, demande pardon à Dieu et que Dieu te fortifie. Prends soin de ton enfant. Arrête de rêver. La plupart sont comme ça, et Luc l'a dit, les jeunes hommes s'habillent tout beau, comme sur le plateau, mais quand les choses sérieuses arrivent pour prendre leurs responsabilités avec les filles, ils commencent par trembler et font pipi dans leurs pantalons. Ça ne sert à rien d'avoir une belle apparence et d'être que des lâches dans le cœur. Vraiment, TSR, pour ne pas faire
Fais comme tu sais faire. Voilà. Il y a quelque chose. C'est trop facile de rejeter la faute sur l'homme. N'oubliez pas, je l'ai dit tantôt, c'est un acte qui se fait à deux. Même si on vous fait miroiter le monde de Pangloss, à un moment donné, rendez-vous à l'évidence. Moi, Luc, je viens vous dire, mon papa, c'est le président de la République. Assié Nyasimbela, où est le rapport? À un moment donné, nos jeunes filles, soyez ouverts d'esprit, essayez d'analyser ce qu'on vous donne, ce qu'on vous propose, et vous serez fait. Ils sont bien sapés comme ça, mais voilà, il y a un mais. C'est exact. Et bonjour à vous. J'ai un ami qui, après avoir enceinté, il a voulu que la fille avorte. Lorsque la fille a refusé, le gars s'est enfui. Quelques mois plus tard, l'homme revient pour chercher son enfant. Alors qu'entre-temps, la fille se trouvant seule a finalement avorté. Ah oui, c'est ça. Voilà. On ne pourra pas en finir. Il n'a pas su dominer sa peur. Exact. C'était la peur dans ce cas. Et malheureusement, il a poussé la fille à faire quelque chose de vraiment grave. Donc, comme le dit Luc, c'est vrai, il faut vraiment analyser. On dit à quoi et à quoi. Voilà, il faut garder les pieds sur terre. C'est pas facile quand quelqu'un vient comme ça pour vous raconter avec une veste jaune, une veste bleue ou un papillon violet. Mais il faut quand même garder les pieds sur terre, c'est important. Merci infiniment à vous tous, chers amis téléspectateurs, pour tous vos messages, et merci également aux amis sur le plateau. Nous allons cette fois-ci nous intéresser à quelque chose de très important, tant pour les hommes que pour les femmes, parce que quand on parle de la peau et de la beauté de la peau, il y a plusieurs choses qui entrent en cela, et avec notre très chère Miss Gab aujourd'hui, on va vraiment discuter. Élégance. Gab aujourd'hui et son invité, on va vous permettre de poser plein de questions sur la peau, la beauté de la peau, et non, ne continuez pas, on va les taper tous là, ils sont tous sapés, mais voilà, n'appelez pas, je vous en prie, sur le numéro de Nectar. Miss Gab et notre cher docteur Garba qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Richard, bonjour les téléspectateurs et bonjour à tout le monde sur le plateau. Miss Gab. C'est moi. Alors, bonjour à vous et rebonjour chère Nectaris. Alors, Aïcha, la dernière fois, on était en train de visiter la page de Nectar en lisant les commentaires, et il y avait sans cesse des questions similaires qui revenaient. Et il y a une qui a attiré mon attention spécifiquement, et ça disait: ce matin à la douche, je viens de remarquer des taches au niveau de ma poitrine. Et après inspection, encore au niveau du visage. Je ne sais pas comment je fais pour les enlever. Et je dis, oh my God. Alors là, il faut vraiment qu'on en parle au docteur Garba. Et avant de savoir comment enlever ces taches-là, il faut savoir les taches, c'est quoi exactement, quelles sont les causes. Et maintenant, est-ce qu'on peut franchement ou pas les enlever? Si oui, eh bien, ça se fera. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans Élégance spécialement, on a avec nous le docteur Garba qui va nous parler un peu des différents types de taches qui existent. Et si oui ou non, on peut les enlever et comment les traiter. Du coup, rebonjour. Bonjour Gabi. Bonjour les téléspectateurs. Bon, on a décidé de parler des taches. Ce que je dirais très rapidement d'entrée de jeu, la tache, c'est une modification de couleur par rapport à la couleur normale de la peau.
et il peut avoir plusieurs variétés de taches. C'est une tache, disons, qui va être noire, on l'appelle une tache pigmentée, ou bien hyperchromique, c'est-à-dire qui a augmenté de couleur, ou bien c'est une tache qui est un peu décolorée par rapport à la peau normale, on va parler de hypochromique, ou carrément totalement blanche, en ce moment on dit achromique, c'est-à-dire le A de privation. Ensuite, vous pouvez avoir des taches qui sont de nature inflammatoire, donc c'est rouge. Donc normalement sur quelqu'un qui est de couleur un peu blanche, on devrait trouver vraiment une rougeur, c'est ce qu'on appelle un érythème. Donc c'est vraiment dans la catégorie de ce qui est inflammatoire. Et puis ensuite, vous avez des taches qui sont considérées comme des taches de naissance qui ont plusieurs variantes. Ça peut être une tache café au lait, ça peut être une tache totalement noire qu'on appelle les grains de beauté en général. Donc maintenant, il y a plusieurs variétés de grains de beauté. Voilà en gros les différentes variétés de taches qu'on peut avoir. Alors, on vient comme ça de découvrir les typologies de taches qui existent et c'est naturellement qu'on aimerait savoir la cause de ces taches-là. Bon, classiquement, vous pouvez avoir, on va dire, je vais essayer de séparer en catégories, c'est-à-dire il y a des taches avec lesquelles vous naissez. Ce sont comme on dit, des taches de naissance qui peuvent, disons, révéler ou faire penser à une maladie qui va s'installer dans le temps. Je vais parler par exemple des taches café au lait. Lorsque vous en avez jusqu'à 6 déjà, on commence par penser qu'il y a une maladie qui va s'installer, généralement se révéler au moment de la puberté, qu'on appelle, disons, la maladie de Reckling-Rosen, c'est-à-dire l'auteur qui l'a décrit pour la première fois. Donc vous allez voir, en plus des taches, il y a de nouveaux boutons qui peuvent varier de taille, avoir de grosses tailles monstrueuses. Donc c'est ce qui est des taches café au lait. Ensuite, vous pouvez avoir des taches vraiment bien noires qu'on appelle les grains de beauté habituellement. Nous on les appelle des névus. Donc en fonction de leur taille, en fonction de leur nombre, ça peut faire penser dans la suite à une maladie qui est un cancer de peau, parce que c'est un regroupement d'une certaine catégorie de cellules de la peau et qui, au fur et à mesure qu'on les expose, peuvent dégénérer et puis donner un type de cancer qu'on appelle le mélanome. Ensuite, par rapport à ce qui est des taches que j'appelle érythème. Donc l'érythème, c'est une inflammation et on peut avoir une inflammation dans une infection, mais on peut aussi avoir une inflammation dans une maladie inflammatoire. Donc ça veut dire que si vous avez un érythème, on doit chercher à savoir en fonction des autres signes qui l'accompagnent, est-ce que c'est un érythème d'origine infectieuse ou bien c'est un érythème d'origine vraiment maladie inflammatoire, comme on le dit. Donc par exemple, les taches que les gens peuvent voir qui sont de nature érythémateuse, c'est-à-dire au visage, ça peut être des érythèmes, en tout cas sous une acné, et ça peut être un érythème parce qu'on a une maladie qu'on appelle en général le lupus, donc qui fait penser au loup. Donc le visage prend un aspect avec des érythèmes, on dit en ailes de papillon, c'est-à-dire quand on regarde sur le visage, ça donne l'impression des ailes de papillon. Donc maintenant, on peut également avoir sur le visage d'autres types d'érythèmes sur lesquels va se greffer des trucs qu'on appelle des squames. Alors ces squames-là, ça nous fait penser aussi à une autre maladie qu'on appelle généralement la dermite séborrhéique. C'est ça qui fait que souvent quand les gens se peignent, il y a des pellicules qui tombent. Donc ça c'est la première phase, mais après, chez certaines personnes, ça peut gratter également. D'accord. Alors vous pouvez aussi avoir, disons, une modification de couleur type, disons, inférieure, disons, à la couleur normale, comme je disais, hypochromique ou achromique. Donc un vitiligo, c'est que carrément la tache est totalement blanche et donc en ce moment c'est au vitiligo que ça fait penser. Soit c'est un vitiligo qui est venu parce qu'il y a eu une suite d'une maladie inflammatoire et ça a complètement détruit toutes les cellules qui font qu'on a la couleur noire,
ou bien c'est un processus qui est plus profond, qui relève de l'auto-immunité, quoi. Alors là, déjà, selon mes recherches, chez le commun des mortels qu'on appelle communément les novices, et en même temps chez une esthéticienne, notamment celle qu'on reçoit tout le temps sur le plateau, Sarah Pink Cosmétique, c'est vrai que vous êtes parti vraiment dans votre univers avec des termes techniques. Mais quand j'ai fait les recherches, il y a 3 types ou 4 types de thèmes en termes de tâches qui revient souvent. Il y a les taches noires, les taches brunes ou de rousseur, les taches de vieillesse et les taches de cicatrices. C'est ce qu'on écoute communément chez nous. Alors moi j'aimerais savoir si ces tâches-là se figurent également dans vos thèmes techniques. Si oui, comment on peut les traiter? Premièrement, est-ce qu'on peut les éviter? Bon, je commence par les taches de cicatrices qui étaient les derniers que vous avez évoqués. Les taches de cicatrices en général sur la peau noire, c'est des taches noires. C'est-à-dire que la cicatrisation d'un événement inflammatoire sur une peau pigmentée, comme on les appelle, c'est souvent noir. Dans certains cas, elle peut être totalement blanche, mais c'est que la plupart des maladies inflammatoires qu'on a sur les peaux noires sont des taches noires. Et alors, quand on remonte dans les événements qui ont conduit à ce que ça devienne noir, c'est ça qui nous fait dire, la plupart du temps, aux patients que ça ne va pas disparaître tout de suite. Ce que vous pouvez faire lorsqu'on est sûr que la maladie est consolidée, c'est de maquiller, c'est-à-dire de cacher, quoi. Sinon, toutes les procédures que les gens peuvent vous proposer, dans le sens de, écoute, si vous passez ce médicament, au bout de 3 semaines, ça va disparaître. Généralement, ça ne passe pas. Et là, c'est pour toutes les cicatrices? La plupart des cicatrices post-inflammatoires, parce que je disais il n'y a pas longtemps que la forme de cicatrisation qu'on a en Afrique, c'est que vous avez une cicatrisation qui s'est faite normalement après, en fonction du niveau de la peau qui a été touchée. Parce que si c'est juste la première couche de la peau, là vous pouvez avoir une réparation normale, mais dès que ça touche à la deuxième couche de la peau, la cicatrice va forcément se faire voir. Et en ce moment, la plupart du temps, elle est souvent noire ou elle est un peu blanche en fonction de votre teint, si on peut le dire. Et maintenant, lorsque la plaie qui était à la base de la cicatrice est suffisamment large, vous pouvez avoir une cicatrisation qui est totalement hypertrophique, c'est ce que j'avais dit qu'on appelait les kéloïdes. Ça aussi, actuellement, les recherches continuent, mais on n'a pas toujours un traitement véritable comme ça pour dire que on vous fait ça et puis vos kéloïdes disparaissent. D'accord. Ok. Voilà. Et en ce qui concerne les taches brunes? Voilà, les taches brunes dont vous étiez en train de parler, c'est ce que je disais que nous, on a une catégorisation parce que les taches, nous, on les considère comme des lésions élémentaires. C'est-à-dire que c'est c'est la première modification qui se passe sur la peau et qui fait penser, selon leur arrangement, à une maladie ou à une autre. Nous, d'abord, le principe en dermatologie, c'est d'abord de poser le diagnostic. Et puis ensuite, maintenant, de voir quels sont les traitements appropriés qu'on discute avec, avec le patient. Mais lorsque on se met dans une position et dit, quelle que soit la tâche, on la traite simplement, une tâche peut en cacher une autre. C'est-à-dire que la tâche apparaît, mais c'est une maladie qui est en dessous, vous allez cacher jusqu'au jour où la maladie va se révéler. En général, c'est grave déjà. Donc, vous avez en fonction de la tonalité, de la couleur, c'est ça qu'on va dire tache brune, tache de rousseur ou tache hyperpigmentée. Mais l'essentiel, c'est de savoir d'abord quelle est la maladie. Est-ce que c'est une maladie qui peut évoluer avec des modifications ou bien elle ne va pas évoluer? Si elle ne va pas évoluer, en ce moment, on commence par faire des procédures cosmétiques pour maquiller ou pour cacher. Voilà, c'est à peu près ce que je peux dire par rapport à la question, sauf si ce n'est pas bien clair. C'est bon, alors si on comprend bien, quand on est en face d'une tâche, c'est pas de courir pour aller chez une esthéticienne et dire ah l'autre avait ce type de tâche, elle me l'a dit, elle a utilisé tel et ça a marché, mais c'est de se rendre chez le dermatologue qui va poser son diagnostic et voir comment ça va se passer avant de savoir quel produit utiliser ou vous diriger vers l'esthéticienne, c'est ça? C'est exact.
mais pas véritablement dans ce sens, parce que, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, que les dermatologues, il n'y en a que 16 au Togo. Mais à Lomé, vous avez au moins une centaine d'esthéticiennes. Donc, c'est bien d'aller chez les esthéticiennes, mais demander, et dans la démarche, que l'esthéticienne puisse vous dire d'abord ce que c'est, puis ensuite ce qu'on va faire. C'est-à-dire le diagnostic, puis ensuite le traitement. Mais si on va juste se jeter sur le traitement et sans savoir ce que c'est, en ce moment, comme j'ai dit, le maquillage peut cacher un problème et qui, au moment où il est dans une phase où il s'est aggravé, que c'est en ce moment qu'il faut venir chez les dermatologues, parfois, il n'y a pas de souci. Donc, ce serait bien que l'esthéticienne ou celle qui fait de la cosmétique que vous voyez puisse vous dire d'abord, est-ce qu'elle a une idée de ce que c'est que la maladie qui a généré ça, et puis ensuite maintenant, parce que bon, les esthéticiennes peuvent lire et s'informer aujourd'hui, l'information s'est démocratisée, on ne peut pas se permettre de dire qu'elles ne savent pas. Mais ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que j'ai dit que le métier d'esthéticienne n'est pas aussi réglementé que le métier de dermatologue. Parce que être dermatologue, ça veut dire qu'on est médecin et qu'il y a un code de déontologie qui vous empêche un certain nombre de choses. Par exemple, je ne peux pas dire aux malades que je viens voir, même si je suis un génie du diagnostic, que la consultation chez moi c'est à 30 000. Parce que c'est réglé et on connaît un peu les tarifs d'une consultation, même dans les cliniques privées, donc je ne peux pas. Mais en tant qu'esthéticienne, je suis libre de dire que c'est 100 000 qu'on me voit. Personne, en tout cas, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait une régulation par rapport à ça. D'accord. Voilà. Alors, il y a également des... Oui. Je voudrais poser cette question. La plupart du temps, pour nous, lorsqu'on a envie d'aller chez une esthéticienne, la plupart du temps, c'est pour les tâches, pas des tâches de rousseur, mais ce sont des tâches d'acné. On a eu la varicelle, on a eu à utiliser un produit qui a touché la couche supérieure où on ne peut plus, enfin je connais plus l'épiderme. Bref, oui. C'est ça. Okay, d'accord. Et bref, donc il y a eu un souci où quand on y va, c'est juste parce que Miss Gava dit, mais j'attends pour manque d'éclat là. Je t'envoie chez l'autre, elle va te gérer un peu plus, ça va être totalement clean, il n'y aura rien et tout. Et quand on a ces tâches-là, comme les tâches de varicelle, on a même des tâches qu'on voit à l'écran, merci infiniment. Quand on a des tâches de varicelle et d'acné, est-ce qu'on est... Et que c'est déjà... ce n'est plus là, hein, c'est-à-dire que la maladie même en soi, la varicelle est guérie, l'acné était guéri et que les tâches sont là. Est-ce qu'on a encore besoin d'aller vers un dermatologue ou on va directement vers une esthéticienne vu que vous parliez de... Comment dire? De maquiller. Maquiller, quand vous dites maquiller, moi je pense au visage alors qu'on peut avoir des taches de varicelle partout sur le corps. Bon, la procédure de maquillage, c'est vrai, chaque fois qu'on parle de maquillage, on y voit le visage, mais maquiller peut s'appliquer sur tout le reste du corps également. Quand on dit maquiller, la vérité, là, c'est un peu une procédure qui vise un peu à harmoniser un peu la couleur de la peau avec le reste tout autour. Mais ce qui est important à savoir, par exemple, pour les trucs de varicelle, c'est que la varicelle va toucher la deuxième couche. Donc il y a certaines personnes, surtout quand vous l'avez faite à l'âge adulte, que ça va vous laisser vraiment des taches disgracieuses. En ce moment, une fois que la maladie est finie, ben, c'est l'esthéticienne qui peut vous dire, bon, on va faire telle procédure pour essayer de maquiller et tout ça. C'est ce qui est possible. Ou bien, vous avez un chirurgien qui sait faire de l'esthétique parce que la tâche est vraiment délicate. En ce moment, il va vous proposer une procédure qui va permettre de faire disparaître ces cicatrices. Mais on ne peut pas faire disparaître toutes les cicatrices de la varicelle, quoi. Ok. Oui, parce que vous en avez plusieurs. En général, ce n'est pas une seule lésion. Donc, on ne peut pas se permettre de faire de la chirurgie sur 100 lésions de varicelle. On va juste regarder celle qui vous dérange le plus. Et puis, le reste, on vous demande de vous réconcilier avec votre nouvelle étape. Si on a été malade, ce n'est plus la même chose qu'avant d'être malade et il faut pouvoir s'adapter à la nouvelle situation. Voilà. C'est ce que je pense. Alors, bon, les psychologues sont là. Il y a également, avant de venir à vos chers invités, il y a également cette problématique qui nous divise sur la page de l'État en ce qui concerne les tâches de vieillesse. Il y a certains qui disent que c'est possible de totalement les enlever grâce à l'aide de l'esthéticienne et il y a d'autres par contre qui sont catégoriques en disant non, ça
peut pas s'enlever? Alors, en ce qui vous concerne, Monsieur Garba, est-ce que ça peut, oui ou non, s'enlever? Alors, d'abord, les taches de vieillesse, on les appelle des taches de vieillesse parce qu'on est vieille ou qu'on est vieux. Alors, il y a une variété qui est, comment on va dire, des taches achromiques. C'est-à-dire, là, c'est vraiment des petits points que vous avez qui sont blancs. Alors, vous voulez les enlever de quelle manière? Soit vous les cachez, ou bien vous allez faire une procédure de chirurgie ou de laser à ces endroits-là pour susciter une nouvelle réaction et qui va permettre que de nouvelles cellules de couleur noire puissent s'agglutiner là-bas et puis vous ramener à la couleur noire. Si c'est ce qui est blanc qui vous dérange. Mais en général, pour moi, ça c'est mon avis personnel, c'est pas l'avis de toute la dermatologie, lorsque quelque chose s'est installé de façon physiologique, il faut juste négocier avec. Il ne faut pas s'opposer au processus parce que le processus c'est comme ça qu'il est. Comme on dit, l'eau doit aller vers la rivière. Si vous mettez un barrage, à un moment donné, il faut forcément ouvrir pour que l'eau passe. Quoi. On est d'accord? Donc, si quelqu'un pense qu'il a la possibilité de faire disparaître quelque chose qui s'est installé de façon physiologique, il peut le faire, mais ce qui est sûr, ça a des conséquences. C'est plus difficile de lutter contre ce qui est physiologique. C'est dans ce sens que je pourrais donner la réponse. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse satisfaisante ou pas. Ça va, c'est juste que ça entraîne une autre question. Parce que, bon, pour ne pas arriver à cela, est-ce qu'il y a des moyens de prévention, des gestes à faire? Parce qu'en ce qui concerne les esthéticiennes dans Sarapi Cosmétique, elle nous a fait savoir que, les taches de vieillesse ne peuvent pas être catégoriquement enlevées, mais ça peut être diminué avec des astuces naturelles, à savoir le mélange de citron et de curcuma à appliquer régulièrement pour éviter que ça s'installe. Alors chez vous, est-ce que c'est possible ou ça reste comme ça quand ça vient? Ce qu'ils veulent bien dire, ça veut dire tout simplement qu'ils ont des procédures pour ralentir le processus physiologique. D'accord. Je disais que le principe, c'est de dire que ce que nous utilisons va ralentir le processus de vieillissement. Donc, ça nous ramène à demander qu'est-ce qui fait vieillir. Voilà, donc, si les procédures que l'esthéticienne propose, c'est juste pour agir sur les facteurs de vieillissement de la peau, il n'y a pas de souci. Mais une fois que, on s'est laissé vieillir, on ne peut plus rajeunir, quoi. On est d'accord. C'est ce que je voulais dire. Est très cru. Non, mais il y a aussi, on se dit toujours, on a dit, en tant que race noire, nous avons différentes carnations. Et il paraît, vu qu'on est tous sur le net, on dit que la peau noire est une peau qui vieillit très bien. Pas comme les peaux caucasiennes et autres. Et en général, les histoires de taches de vieillesse, on les voit vraiment chez nos vieux. Enfin, vieux. Comme vous le disiez, vraiment, donc c'est physiologique. Et souvent, ce sont des taches, grand-maman, je te donne un exemple. Ce sont des taches brunes, un peu comme quand on a ce que moi j'ai vu, un peu comme quand on a des dartres. Et c'est des choses comme ça qu'on voit sur la main et tout ça. Alors que tout à l'heure, vous parliez de taches blanches. Et c'est vrai qu'il y a de petits points blancs comme ça qu'on voit. Donc, tout ça, ce sont en fait des choses physiologiques dues à la vieillesse. Maintenant, quand on voit ça sur une personne qui s'est dépigmentée, jeune, qui a arrêté, mais qui a ce genre de taches, là, c'est réversible ou pas? Non. Et on en a parlé un peu la dernière fois. J'ai dit que si la personne s'est dépigmentée et que dans le processus de vie, parce qu'en fait la dépigmentation, ça veut dire que vous voulez que votre peau vieillisse plus vite. Et ce qui va apparaître, c'est, comment il s'appelle? On appelle ça de l'ochronose. Ces taches-là, ce sont des taches de chronose et en principe, ce n'est pas réversible. C'est vrai que de plus en plus, on a des chirurgiens ou des laséristes qui essayent de passer là-dessus pour voir si ça peut redépigmenter, mais en général, en tout cas pour l'instant à Lomé, et pour les procédures qu'on a en dermatologie,
ce qu'on dit aux gens, c'est que vous ne pouvez pas faire disparaître ça avec les moyens techniques que nous avons. La seule chose qu'on peut vous proposer, c'est d'utiliser des écrans solaires. Et les écrans solaires vont vous permettre de limiter l'extension. Et vous voyez ou vous observez bien que la plupart du temps, c'est sur des zones exposées au soleil. Oui. Soit dans le cou ou bien sur les avant-bras, parce que tout simplement, la peau n'a plus sa capacité à résister, disons, à l'exposition au soleil, parce que l'exposition au soleil est un facteur du vieillissement. Donc, si vous avez, disons, retiré les soldats qui doivent défendre votre peau contre le soleil, ben, vous serez agressé, quoi. D'accord. Alors, monsieur Néo, est-ce que l'apparition de ces tâches sur un employé dans l'entreprise est sujette à du stress et comment vous concevez cela? Bien, personnellement, je pense que ça dépend de la nature de la tâche. Parce que ça va stresser au cas où ça représente une menace peut-être pour l'environnement, bien pour les autres employés, surtout quand c'est de nature contagieuse, peut-être comme une maladie, par exemple. Donc je pense que c'est en ce sens que ça peut consister un facteur de stress dans l'environnement de l'entreprise. D'accord. Vous avez des tâches sur vous? Non. Tu me poses des questions personnelles comme ça. Alors on a, c'est quel métier grave? Tout le monde a des tâches. Moi, je voulais juste savoir, hein, c'est ça. C'est vrai que la question de Gabine est bienvenue. Hein. Ça peut-être quand c'est une femme et quand c'est en entreprise et que toutes les femmes, prenons le métier dans lequel nous sommes où la femme doit quand même avoir un certain, voilà. Donc quand les tâches la viennent, on stresse parce que on se sent pas à l'aise, donc on a forcément un mauvais rendement où on est, je sais pas comment le dire, ça peut agir sur la performance de l'employé parce que une fois qu'il ne se sent pas bien, il n'est pas dans un confort, son estime de soi déjà est touchée, son identité est touchée, son intégrité et tout est affectée. Du coup, ça impacte ses relations. Il va se dire comment est-ce que les gens me voient, est-ce que je suis perçu, comment est-ce que je suis perçu, est-ce que les gens me trouvent belle, etc. Et du coup, ce sont ces questions qu'il va ressasser tout le temps. Et ça perturbe en fait son fonctionnement. Donc, ça peut agir sur... tout le temps des messages, Gabine, donne-moi le secret, Gabine. Alors, monsieur Garba, vous avez bonjour. J'aurais aimé savoir déjà, est-ce que les dartres, c'est une tâche et comment les guérir? Est-ce qu'on en guérit? Est-ce qu'on éradique totalement? Merci et bonne émission. Ce que les gens appellent dartre, pour nous, dans le jargon de dermatologie, on appelle ça du tyriasis versicolor. C'est vraiment c'est le jargon. Mais c'est juste pour dire que c'est une petite infection mycosique, c'est-à-dire c'est des mycoses qui provoquent ça. Mais seulement c'est des mycoses, disons des champignons qui sont en général sur la peau, mais à la faveur d'une modification parce qu'on produit suffisamment beaucoup de graisse ou dans un environnement humide. Ces champignons se multiplient et c'est leur multiplication qui entraîne une réaction au niveau de la peau qui, chez certaines personnes, va entraîner une tache qui est de couleur, disons, hypochromique, ou chez d'autres personnes, une couleur hyperchromique. Mais ça fait pas mal. Donc, vous verrez plein de gens qui sont dans la ville avec ça et qui se baladent, ils vont vous dire qu'ils ont essayé plusieurs traitements, ça n'a pas marché, donc ils ont abdiqué. Ce sont des champignons, il faut créer une harmonie entre ces champignons et la peau. Donc, soit on utilise des médicaments ou on essaie de veiller à avoir une peau relativement sèche que, disons, grasse, parce que c'est plutôt les peaux grasses qui développent plus rapidement les dartres. D'accord. Alors, mesdames, aujourd'hui, dans Eldor, nous avons parlé des tâches et j'espère que vous avez tiré votre épingle du jeu. C'est vrai que l'esthéticienne n'était pas là, mais j'ai essayé, autant soit peu, de donner son rendu. Et en ce qui concerne M. Garba, il a donné plein d'explications en ce qui concerne les tâches. Maintenant, vous savez quoi faire. Quand il y a apparition de tâches, il ne faut pas courir immédiatement chez l'esthéticienne. Il faut aller voir le dermatologue pour constater s'il n'y a pas d'autres tâches sous cette tâche
tâche-là avant d'appliquer le traitement. Merci. Merci à toi et merci infiniment au docteur Garba qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Les autres questions seront reconduites quand il sera encore une fois à l'ONU. Voilà, quand il viendra faire tâche encore, une belle tâche sur le plateau de Nectar. Merci à toute la fabuleuse équipe qui a bossé avec nous aujourd'hui. Merci à monsieur Atigla Deo et à monsieur Luc Kevinda. On va y arriver, ma veste jaune, on va en parler tout à l'heure. Merci à toi, ma très chère Miss Gab. Et on vous souhaite à vous tous de passer une très très belle journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise comme toujours. Et on vous demande de proférer ou de dire de belles paroles pour avoir tout simplement de belles lèvres, enfin, spirituellement parlant. Dieu vous bénisse et vous garde et on se retrouve demain. Bye bye.